Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième des prix de la saison consacré à un Grand Prix du Japon qui aura clairement été pour l'instant le moins bon Grand Prix de cette saison. En fait, j'ai pas eu l'impression de voir le Grand Prix du Japon, mais le Grand Prix de Monaco. Et bah oui, on ne pouvait pas dépasser aujourd'hui à Suzuka, je pense qu'il fallait être à 4 dixièmes en sortie de la dernière chicane, et certains calculs disent qu'il fallait être 1 seconde 4 plus rapide au tour pour pouvoir passer son opposant, ce qui était littéralement impossible. Il n'y a absolument pas eu de dégradation des pneus à cause des pneus Pirelli, à cause de ce nouveau tarmac, à cause de la température. Il n'y a eu qu'un arrêt où c'est devenu peut-être un petit peu fou, et ensuite c'était terminé. On a en plus les problématiques de voitures trop grosses, d'air sale. Donc concrètement, on est à nouveau sur le type de Grand Prix où la qualification et le départ font absolument tout. En plus là, on n'a pas eu de pluie, pas eu d'opportunité de stratégie. Donc ouais, c'était un Grand Prix terminé dès la fin du premier arrêt, quoi. Mais voilà, comme Monaco, Suzuka bénéficie un peu du beauty privilège, si on peut tenter de mobiliser ce concept, qui n'est pas toujours ultra positif, mais bon, tout ça pour dire qu'on pardonne à Suzuka ce genre de course parce qu'il y a l'histoire du circuit, il y a ce tracé complètement dingue, ce défi, c'est magnifique. Ouais, donc finalement, comme Monaco, ça passe parce que c'est un monument de la Formule 1, mais la réalité, c'est que Suzuka, sans pluie, sans crash, sans safety car, pour les F1 d'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Comme je l'ai dit, la qualif a été absolument déterminante ce week-end. C'est pour cela qu'il faudra peut-être tempérer certaines des conclusions à l'arrivée de ce Grand Prix. Ce n'est pas forcément ultra représentatif de toutes les performances que nous aurons durant la saison. Mais voilà, ça s'est joué sur la qualif. Et en qualif, on a Max Verstappen qui a fait un exploit absolu, alors que depuis le début du week-end, la Red Bull semblait une nouvelle fois en grande difficulté. Mais comme quasiment toujours déjà, le samedi, on trouve un petit truc chez Red Bull pour aller mieux. Horner a dit qu'ils ont retourné la voiture dans tous les sens, qu'ils l'ont éventrée, et ça a vraiment fonctionné, puisqu'on a semblé avoir trouvé une fenêtre d'utilisation où ça marchait vraiment très bien. C'est le plus dur avec cette Red Bull, c'est le petit espace de réglage dans lequel elle va performer. On l'a peut-être un peu trouvé à Suzuka, selon le circuit, la température. Il y avait aussi peu d'ailerons, peu de charge, une distribution du poids qui a été mieux pensée. On sait également qu'avec peu d'essence et des nouveaux pneus, ça peut masquer les défauts de cette voiture. Donc ça a bien aidé, mais évidemment, ce qu'il faut aussi énormément souligner, c'est le tour absolument sensationnel de Max Verstappen. Allez le revoir en on-board, regardez la télémétrie. Je pense notamment au virage 6, je pense au freinage de la dernière chicane. Voilà, c'est fou. Il a une machine pointue entre les mains, enfin au bon moment en Q3, il l'utilise, il fait aucune erreur. Voilà, il n'y a pas de suspense, c'est le numéro 1, c'est le meilleur de la Formule 1 depuis 3-4 ans. Son tour était impressionnant, rare, voilà, c'était la perfection. C'est des mots absolument pas à galvauder, c'est énorme. Après ça, forcément, vu ce qu'on vient de dire à l'introduction sur Suzuka, eh bien son Grand Prix a été plus simple, même s'il a quasiment toujours eu les McLaren à 2 secondes de lui, les deux McLaren à 2 secondes de lui, mais elles ne pouvaient rien faire. Top départ, derrière impossible de doubler, il va y avoir une tentative d'undercut de Piastri, il va couvrir, Norris s'arrête en même temps, donc finalement à ce moment-là, il n'est pas en danger. On rajoute à ça le fait qu'il n'y avait pas de dégradation, un nouvel asphalte et des températures assez fraîches, ça a fait que du coup ça a enlevé un des défauts de la Red Bull qui dégrade beaucoup plus ses pneus que la McLaren. Donc finalement il y a une sorte de nivellement hier et il te suffisait entre guillemets d'être devant pour ne pas être doublé. Et à l'arrivée, on a clairement une victoire de champion, acquise en grande majorité grâce au samedi et complètement validée le dimanche. C'est une victoire à la Max Verstappen 2024, avec un matériel inférieur, mais un pilote supérieur. Et c'est pour ça qu'au championnat, finalement, quoi qu'il arrive, même quand on pense qu'il ne peut pas se battre, eh bien, il est la menace numéro 1 et il n'est qu'à 1 point de Lando Norris après 3 courses. Quand on voit la différence entre les deux voitures, ça paraît dingue. Malgré tout, attention, il faut répéter que ce week-end, il y avait des conditions ultra spéciales, ultra précises qui ont permis la victoire de Verstappen. Il y avait une opportunité sur 1000 finalement que ça arrive et il l'a saisi parce qu'il est Max Verstappen. C'était cette fenêtre folle en qualif plus un tour de génie. Il l'a fait et ça on sait, Verstappen peut le faire. Mais la vérité, c'est quand même sur du long terme. C'est ce qu'on avait vu clairement en Chine, également en Australie. Cette Red Bull est en dessous de la McLaren, même si on peut commencer à lui trouver une fenêtre d'utilisation. Sur des circuits plus représentatifs, avec des conditions où l'on peut se doubler, je pense que Red Bull ne pourra pas répéter finalement ce qu'elle a été capable de faire ce week-end. On verra avec la course au développement.
Mais là où ils ont clairement l'avantage, c'est pas sur la voiture, c'est sur les êtres humains, puisque face aux erreurs et aux imprécisions d'un collant McLaren qui peut trembler à plusieurs de ces endroits, eh bien du côté de Red Bull, on a la froideur et je dirais même le cannibalisme des champions, ce sont des requins. Voilà. Max plus l'équipe, c'est pour l'instant le duo que personne n'arrive à arrêter en Formule 1 depuis 4 ans, 3 ans. Après la course, il y a Verstappen qui a blagué en disant que s'il conduisait la McLaren, personne ne le reverrait pendant les courses. Et c'est terriblement vrai, s'il avait cette voiture, je pense qu'il aurait gagné les 3 premiers Grands Prix avec 25 secondes d'avance. Évidemment, tout ça c'est de la science-fiction, mais tout ça pour dire que ce mec est insoluble, trop fort. Et ouais, comme je l'ai mis en titre, il a donné ce week-end une nouvelle leçon. Et donc à l'arrivée, même si on a eu un Grand Prix qui était nul, clairement ça s'est suivi du début à la fin parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose, eh bien on a une F1 globale qui est super intéressante parce que 3 premiers Grands Prix, 3 vainqueurs différents, un Grand Prix où quand même tout le monde a couru à fond, et on a notamment vu aussi une séance de qualif, comme toujours, vraiment géniale, vraiment serrée, vraiment impressionnante. Et puis par-dessus ça, on a cette fois-ci un classement pilote vraiment incroyable avec une vraie lutte avec 3 pilotes très différents. Donc franchement, ouais, la course n'était pas top, mais il y a tellement de raisons de se régaler de cette saison et des conclusions des 3 premières courses. Bon, maintenant on va être un petit peu moins dithyrambique et on va évoquer forcément McLaren qui n'a pas gagné un Grand Prix que selon moi elle aurait pu, ça c'est clair, mais elle aurait sûrement même dû remporter. Et j'y vois 4 raisons principales. La première, et selon moi, la plus importante, c'est d'abord la qualification. On l'a vu, ils étaient clairement favoris. Ils avaient plus de potentiel en main. Mais voilà, il y a cette voiture qui, on le sait depuis le début de la saison, est plus dure à conduire, peut-être un petit peu dure à régler par instant. Et aussi, selon moi, des pilotes qui sont inférieurs à Max. Bon, il n'y a rien de spécialement infamant, puisqu'aujourd'hui, selon moi, tout le monde est inférieur à Max Verstappen. Mais voilà, Piastri rate son secteur 1, le virage 2 de sa dernière tentative. Sinon, pour 44 millième, il aurait clairement pris la pole. Et là, je pense qu'il aurait mené une course où il aurait pu gagner. Norris, lui, rate son premier run, n'est pas forcément très précis à l'hairpin, à l'épingle, également dans le dernier freinage au niveau de la chicane. Je trouve aussi, sur la télémétrie, qu'il remet son DRS un poil tard sur le dernier tour. Quand on sait qu'il est qu'à 12 millième, peut-être que ça a pu jouer. Faut rester mesuré, parce que comme je le dis, ce n'est que 12 millième et 44 millième d'écart, donc à un souffle près, en fait Norris aurait pu gagner et le discours change totalement. Mais voilà, je pense qu'ils avaient en main les capacités d'avoir la pole. S'ils alignaient les 3 secteurs, c'était pour eux. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé une porte ouverte à Verstappen. Ils sont moins forts que lui. Et donc ça déjà, c'était cuit dès le samedi à cause de ce dernier tour de Q3. Deuxième moment où McLaren n'a pas saisi sa victoire, je dirais que c'est peut-être le moment de l'arrêt au stand où là, pour le coup, il y a débat. Déjà, il y a la tentative de tenter de piéger Red Bull en appelant Norris au stand. Finalement, c'était un demi, c'était faux comme on dit. Ok, pourquoi pas, bien tenté, ça ne coûte rien, mais je trouve quand même que dans l'appel, ça se voyait que c'était faux, quoi. J'ai trouvé quand même que c'était super naïf de croire que Red Bull allait plonger à l'appel au stand de Lando Norris, ce qui était faux, surtout que c'est un arrêt qui n'avait pas beaucoup de sens vu le moment auquel on était dans la course. Voilà, je pense que Red Bull n'a même pas écouté la radio. Donc ça, de ce côté-là, ok, mais ça montre quand même un écart, je trouve, de prestance, de cohérence entre les deux équipes. Ensuite, on peut peut-être regretter que ce soit Piastri qui se soit arrêté en premier chez McLaren. Peut-être que si c'était Norris, il aurait pu tenter un undercut sur Verstappen. C'était une option stratégique à explorer. Il y a un petit regret. Ça c'est vrai, mais je trouve quand même qu'il y a des circonstances atténuantes. Déjà, si Norris s'arrêtait plus tôt, il avait le risque de ressortir derrière Birman, d'être un peu coincé. C'était pas forcément le meilleur choix. Ensuite, Piastri devait clairement s'arrêter parce qu'il devait couvrir Russell. Je pense qu'il y avait peut-être encore un petit peu de marge, mais il y avait un risque qu'il ressorte derrière et donc qu'il perde un podium. Donc je pense clairement que du côté de McLaren, on a fait la sécurité et c'était pas bête, même si on aurait peut-être pu étendre un petit peu avec Norris. Et puis en fin de compte aussi, on a vu que l'undercut ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de dégradation de pneus, pas de différence là-dessus. Donc bon, je trouve finalement qu'après y avoir réfléchi, c'est pas forcément un raté de McLaren. Juste malheureusement, cette possibilité n'a pas pu exister. Par contre ensuite, j'ai pas trop compris qu'on arrête Norris en même temps que Verstappen. Selon moi, fallait faire l'opposé parce que si tu t'arrêtes en même temps que lui, t'es sûr de ressortir derrière et vu les conditions de la course, t'es sûr de terminer derrière. Donc je trouve que ça ne coûtait rien à McLaren de tenter l'overcut puisqu'il n'y a pas vraiment de différence à rester un tour de plus en piste. Surtout que si tu as une voiture qui est vraiment meilleure que la Red Bull, avec de l'air libre, peut-être que Norris aurait pu gratter les quelques dixièmes en quelques tours qui lui auraient permis d'aller plus loin. Et les exemples d'Antonelli ou d'Adjar qui ont
étendu leur relais sur le premier run montre que finalement on pouvait faire un overcut et être gagnant. Donc ouais, je trouve que là-dessus, ça n'a pas trop de sens de couvrir Piastri avec Lando Norris dès le tour d'après, puisque dans tous les cas chez McLaren, même si ça foirait l'overcut pour Norris, il ressortait troisième et donc t'étais deuxième et troisième. Et encore une fois, on y reviendra, mais je trouve qu'on a privilégié la course individuelle des deux pilotes à la course collective de l'équipe, et ça a peut-être coûté une victoire. Donc sur l'arrêt au stand, il n'y a pas forcément un raté de McLaren, mais il y a clairement, je trouve, des petits moments où l'opportunité n'a pas été saisie. Je ne sais pas si ça aurait suffi, je pense peut-être pas, mais il n'y a même pas eu la tentative, quoi. Troisième petit point sur la non-victoire de McLaren, c'est la sortie des stands avec Norris qui se retrouve dans l'herbe à côté de Verstappen. Bon, clairement pour moi, vous me direz, mais pour moi, il n'y a certainement pas de pénalité. Max était complètement devant, il a la priorité en sortie de voie des stands dans les bonnes lignes où il était. Norris est quasiment une roue dans l'herbe déjà à l'entrée de la sortie des stands. Bref, pour moi, il n'y a rien. Et je dirais aussi que la tentative de Norris de passer à ce moment-là, c'est un petit peu comme le faux arrêt au stand un peu plus tôt. C'est un peu naïf, quoi. C'est un peu trop gentil, c'est un peu pas assez dur pour qu'on y croie. Et surtout, j'ai pas trouvé ça très malin, puisque Lando Norris, il savait qu'il ne passerait pas deux roues dans l'herbe face à Verstappen à la sortie des stands. En tout cas, s'il pensait le faire, selon moi, c'était une erreur. Mais au contraire de ça, il a sali ses pneus et il a perdu 2 secondes et demie qui l'ont mis loin de Max, alors que vu comment McLaren avait fait un meilleur arrêt, il ressortait juste derrière et il avait là peut-être dans les 2-3 premiers tours du pneu une opportunité, enfin sa seule opportunité d'attaquer Max. Donc finalement comme il l'avait fait sur Russell en Chine, même si là les conditions sont un peu différentes. Donc ouais, plutôt que de sortir dans l'herbe à moitié alors que ça servait absolument à rien, il y avait peut-être quelque chose de mieux à tenter. Je trouve ça dommage. Et puis le dernier point que l'on doit discuter sur la course de McLaren, c'est la décision, la non-décision, le fait de ne pas échanger les positions des deux pilotes en fin de course. Tout le Grand Prix, Piastri a semblé avoir peut-être un petit peu plus de rythme, il arrivait rapidement à se rapprocher. On sait aussi qu'il est plus à l'aise avec cette voiture où pour l'instant certaines zones d'inconfort handicapent un peu plus Lando Norris avec son style de pilotage. Bon, comme en Australie, c'est dur de dire lequel des deux pilotes était réellement plus rapide parce que quand on se suit dans un paquet, il y a un peu d'intox parfois. Malgré tout, on le sait dès la fin de l'arrêt au stand que McLaren va faire P2, P3 au pire. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas tenté de faire passer Piastri devant, qu'il aille menacer Verstappen et qu'il rende la position ensuite. C'est complètement incompréhensible de ne pas tenter ça. Il n'y avait rien à perdre et potentiellement quelque chose à gagner. Mais comme au niveau de l'arrêt au stand, et là c'est encore plus grave, on n'a même pas tenté chez McLaren. Et ça, je trouve ça vraiment gênant. En fait, c'est quelque chose que je leur reproche depuis l'année dernière, ça s'était vu en Hongrie, mais surtout en Italie et un peu après dans leurs déclarations, je les trouve bloqués par leurs propres fausses règles. En fait, c'est comme s'ils étaient à la recherche d'une gestion des pilotes absolument parfaite et impartiale. Sauf qu'évidemment, ça n'existe pas, mais surtout, c'est une aubaine pour leurs adversaires, pour Red Bull, pour Max, parce que du coup, ils s'en mêlent les pinceaux, ils sont trop gentils entre eux-mêmes, pas assez tranchés, et du coup, il ne se passe juste rien, et ça les a déjà handicapés plusieurs fois. Ils sont inactifs, et je les trouve même, je vais le dire là-dessus, peureux. Ils ont peur de déranger quelque chose dans la dynamique de leur pilote, d'en favoriser un plus qu'un autre. Ils ont peur, alors que toutes les équipes de Formule 1 font des swaps, font des changements, font des choix logiques, et là, c'était un choix logique que Piastri tente, puis rendre la place. Mais surtout, je pense que ça prouve que pour eux, le titre pilote cette saison est peut-être plus important que le constructeur. Parce qu'honnêtement, le seul risque qu'il y avait à prendre, à échanger les positions, c'était que Piastri double effectivement Verstappen, et donc que Lando Norris se retrouve non plus deuxième, mais troisième, ce qui aurait pu être difficile pour lui. Mais bon, il a eu 40 tours pour tenter de doubler Max. Donc je trouve que ce dogme inutile, confus et faux, est coûteux pour McLaren. Et c'est aussi peut-être révélateur d'un pilote numéro 1 qui ne s'impose pas assez. Je pense que Verstappen, jamais de la vie, bon c'est particulier, mais jamais de la vie, il vivrait la même situation qu'a vécu Norris sur quelques courses, avec l'absence totale de consignes en sa faveur. Le leadership aussi de McLaren, Brown, Stella, n'arrête pas de dire qu'ils ont les 2 meilleurs pilotes du monde, les Papaya Rules. Je n'ai pas encore compris tout à fait ce que c'était, à part on les laisse se battre, mais en fait vous les aidez pas du tout parfois en faisant ça.
Donc tout ça me fait dire, avec tous les 4 points qu'on a évoqués, et particulièrement ce dernier sur la non-prise de responsabilité de l'équipe, que tout le clan McLaren, les pilotes inclus, a encore finalement beaucoup à apprendre. Et on pensait que c'était plus ou moins réglé cette question après l'an dernier, pas encore, et malheureusement ça leur coûte déjà très cher, puisque sur les 3 premiers week-ends, ils ont la meilleure voiture, mais ils ne capitalisent pas assez, notamment au niveau du championnat pilote, et on ne peut être que déçu de là-dessus. Je pense clairement qu'ils doivent mieux faire, parce qu'aujourd'hui, il y a un risque qu'ils répètent les erreurs de 2024, et donc ne se retrouvent qu'avec qu'un seul titre sur 2, malgré une voiture qui, pour le coup là, est au-dessus. Et pour finir sur le clan McLaren, un rapide mot des pilotes. Je trouve finalement que Norris reste fidèle à lui-même, puisque la performance pure, il l'a très clairement. Mais pour être champion, déjà il va falloir qu'il trouve un petit peu les moyens d'être plus confortable dans cette nouvelle McLaren. Et surtout, ça va se jouer sur la mentalité. Quand on voit la différence de tranchant, de déclaration face à Max Verstappen, j'avoue que j'ai été un peu dérangé quand il a dit qu'il était heureux le samedi, alors qu'en fait on savait quasiment déjà qu'il avait perdu de grandes chances de jouer la victoire à ce moment-là, et que quand tu es à 12 millièmes de la pole, je pense que la réaction d'un potentiel champion, c'est pas d'être heureux. Même là, après le Grand Prix, il dit que c'était un bon week-end. Voilà. J'ai du mal à comprendre Lando Norris et je trouve que c'est gênant dans la quête d'un titre mondial. Piastri, lui, semble bien meilleur dans cet aspect, semble avoir un petit peu tout ça, le côté plus franc, plus tueur, plus honnête, moins perdu que peut l'être parfois Lando Norris, moins de doutes. Mais voilà, lui, à l'inverse, il lui manque un poil de performance pure, notamment sur la qualification. Parce que clairement, je pense que Piastri avait les moyens ce week-end de remporter la course. En tout cas, ces 2 pilotes-là, très différents, face à un Verstappen encore différent, dans une autre équipe et encore dans une autre situation, puisqu'il a déjà 4 titres, ça nous donne 3 profils vraiment les plus opposés possibles pour la quête d'un titre. Et ça va être génial à suivre tout au long de la saison, parce que malgré les différences entre les voitures et les performances, eh bien on aura toujours quelque chose à dire. Et il y a fort à parier que de course en course, la hiérarchie entre les 3 va évoluer, parce qu'ils sont tous les 3 intrinsèquement très différents. Allez, abordons maintenant les 2 autres top teams qui ont clairement été battus ce week-end. Ferrari et Mercedes sont en dessous de McLaren et Verstappen sur ce début de saison. Alors c'est pas forcément énorme, c'est 10-15 secondes à l'arrivée d'un Grand Prix couru à fond, donc franchement ça va, mais en l'état des choses, ni Mercedes ni Ferrari ne peut se battre pour des victoires, et ils ont donc terminé à leur place entre les 4e et 7e positions. Et pour déterminer l'ordre, eh bien encore une fois, tout s'est joué en qualif. Et c'est Leclerc qui en est ressorti vainqueur avec une Q3 vraiment excellente, notamment le premier run qui lui a assuré la P4. C'était cool de voir Leclerc retrouver de la performance lors de la qualification, et par rapport à son Grand Prix, il a été parfaitement géré. À l'image finalement de ce qu'a fait Verstappen devant les McLaren, eh bien Norris a fait pareil, Leclerc a fait pareil devant Russell. Quant à Hamilton, il a accusé un petit retard lors des tours rapides, de dixième et demi, somme toute assez logique, toujours dans cette phase d'adaptation. Notons quand même qu'au niveau des réglages, comme en Chine, il semblerait qu'il ait encore pris la mauvaise direction, il l'a dit lui-même et on l'a dit du côté de Ferrari. On sait aussi qu'il roule avec une hauteur de caisse un peu trop haute, ce qui coûte de la performance, mais on n'arrive pas encore à mettre le doigt sur les bonnes choses du côté du garage d'Hamilton, entre la voiture et son style, j'ai l'impression, pour l'instant. Il a d'ailleurs eu une phrase assez énigmatique à l'arrivée. Il a dit qu'il avait un déficit sur un élément précis de la voiture. Il n'a pas vraiment élaboré, il a dit que ça lui coûtait 1/10 par tour. Voilà, c'est dur d'en savoir plus. Est-ce que c'est des questions purement de réglage ? Apparemment, ça se situe peut-être sur la gestion du train arrière de la voiture. Compliqué, je ne suis pas forcément fan des phrases énigmatiques comme ça, parce que ça laisse penser des choses qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Du côté de Ferrari et de Vasseur, on a eu l'air de temporiser. Pour l'instant, les pilotes font leur choix de réglage et ça marche moins bien du côté d'Hamilton qui est en phase d'apprentissage. Bon, voilà, pour moi, absolument rien de choquant. Et par contre, j'ai trouvé son Grand Prix quand même assez compliqué. Il partait sur la stratégie décalée, mais n'a jamais vraiment pu faire fonctionner les médiums sur le deuxième relais, puisqu'il ressort à un moment donné quasiment dans la seconde d'Antonelli et il finit assez loin. Donc un peu surpris là-dessus. Mais bon, globalement, pour Hamilton, être à cette distance-là de Leclerc dans les premières courses chez Ferrari, bon, je suis pas choqué. Et concernant l'équipe au global, jusque-là, on avait des soucis de réglage. On trouvait que la fenêtre était fine, un peu à l'image finalement de ce qui se passait du côté de chez Red Bull. Malgré tout, il y a un espoir de choses positives, puisque visiblement, du côté de Leclerc, le samedi, on a pris la bonne direction, ce qui a permis d'en apprendre beaucoup plus sur la voiture. Mais maintenant, la question, c'est simplement, est-ce que la voiture ne manque pas tout simplement de potentiel ?
Bon, visiblement, quand même un petit peu, ce serait le cas, mais il y aurait un fond plat qui devrait arriver prochainement du côté de Ferrari pour peut-être commencer à grappiller les 3 à 5 dixièmes qui leur manquent en moyenne sur le trio d'élèves de tête, ou en tout cas au moins sur McLaren, parce que Max, c'est un ovni. Chez Mercedes, contrairement à Ferrari, on a une voiture cette saison, et c'est la première fois depuis très longtemps, qui est beaucoup plus constante, qui est beaucoup mieux comprise, beaucoup mieux maîtrisée. Chauvelin l'a dit, ce n'est plus une diva enfin pour Mercedes, mais malheureusement, ce qui a coûté la P4, c'est un choix de Russell, de sa manière de chauffer les pneus en Q3. Il a décidé de faire des tours de préparation plus lent, sauf que malheureusement c'était trop lent, le pneu n'était pas assez chaud, on l'a vu faire une erreur dès le premier virage, en plus la piste perdait en température, donc c'était un mauvais choix, et malheureusement c'est ce qui lui coûte à l'arrivée la P5 au lieu de la P4. Concernant Antonelli, personnellement, je suis encore une fois choqué par ce qu'il a fait. Il a avoué lui-même, il était perdu après la FP3 parce qu'il ne savait pas vraiment où il en était, il n'avait pas confiance dans la voiture, mais il a bossé avant la qualif en regardant les données de Russell, en ayant des conseils également de Valtteri Bottas, comme quoi un troisième pilote expérimenté, ça peut compter, ça peut aider à faire la différence. Il a aussi pris des réglages très basique, sans prise de risque pour la qualif, pas de folie, je pense que c'est ce qu'un rookie doit faire, et donc il a pris confiance au fur et à mesure des tours. On se rappelle qu'il était en danger après le premier tour de Q1, mais il est passé en Q2 ça allait mieux, en Q3 ça allait mieux, et le dernier tour de Q3 a été vraiment très bon, en plus Russell a raté le sien, donc ça fait vraiment un écart très proche, et donc à l'arrivée, on a une top qualif d'Antonelli. Et ce qui est encore plus fou, c'est que je trouve que son Grand Prix a été meilleur que sa qualif, il a globalement suivi Russell sur le premier relais, je crois qu'il a 2 secondes et demie, 3 secondes de retard au moment où Russell s'arrête, donc aux alentours du 20e tour, et après il pousse son relais en médium, et il va être le leader de la course, qui forcément rajoute une petite tension, mais il gère parfaitement, il pousse, et ses derniers tours avec des hards plus frais que les autres sont vraiment, vraiment impressionnants. Donc Antonelli, voilà, c'est complètement dingue. Pour moi, malgré le fait qu'il n'ait pas fait la 5e place de l'Australie avec cette remontée, eh bien c'est clairement là au Japon son meilleur week-end des 3 premiers de la saison. Voilà. Je n'ai pas d'autre mot que choquant, et je me dis que s'il est déjà capable de faire ça là aujourd'hui après 3 courses à 18 ans et 7 mois, je le redis encore une fois, imaginez ce Antonelli dans 3 ans, à seulement 21 ans. Mercedes a un joyau, et c'est pour ça qu'elle l'a fait monter direct à la place d'Hamilton. C'est évident. Sinon, derrière, du côté de la petite sœur de Red Bull, eh bien, enfin, on concrétise. On l'avait compris sur ce début de saison, Racing Bulls est la 5e force, mais avait gâché les opportunités de points. Cette fois, Hadjar a encore fait comme en Chine, une superbe qualif, le meilleur des autres. Un top départ, il garde sa place. La bonne stratégie, le Grand Prix, on ne peut pas trop doubler. Il tient sa place magnifiquement et ça donne une P8 méritée et absolument normale pour l'équipe. Enfin, 4 points qui font du bien parce que c'est ce que mérite largement Racing Bulls depuis le début de saison. Un mot rapide sur Isaac, mais en fait, j'ai rien à dire parce que ça a été absolument parfait. Comme Antonelli, c'est absolument choquant, bon, dans un style différent puisque lui ne conduit pas une top voiture, mais il a battu Lawson, ce qui je trouve n'était pas non plus une mince affaire quand on voit que Lawson a beaucoup plus de Grands Prix que lui. Il y a aussi ce problème de ceinture en qualification qui a bien failli tout gâcher, mais avoir été capable de surmonter ça, de ne pas paniquer, de sortir les tours parfaits, c'est impressionnant. Son Grand Prix, il est maîtrisé parfaitement du premier au dernier virage. Voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à part que c'est magnifique de voir que le potentiel qu'on voyait en lui depuis des années, on se disait que ce mec avait tout pour être un pilote de F1, bah ouais, c'était vrai quoi. Donc c'est magnifique. Concernant Lawson, ça a été un petit peu plus dur. Je trouvais qu'il avait plutôt bien démarré le week-end et qu'au fur et à mesure, ça s'est un peu érodé. Alors notons quand même que sa qualif n'est pas trop mal. Quand il est éliminé en Q2, il n'est qu'à 1 dixième et demi d'Adjar. Il arrive tout juste dans la voiture, il faut un petit peu de temps et je ne serais pas surpris de le voir mieux que ça lors des prochaines courses. Son Grand Prix a été un petit peu plus dur puisqu'il est rapidement doublé par Tsunoda, mais surtout ensuite, il n'arrive pas à coller au groupe devant lui avec les Alonso et les Gasly. Quand on voit le rythme qu'avait Hadjar, je pense que du coup il en manquait un petit peu à Lawson. Il a aussi tenté une stratégie décalée médium soft, mais je pense qu'il a passé un peu trop de temps sur les médiums, ça n'a pas fonctionné. Bon, pour Lawson c'était une première plutôt ok dans l'ensemble, mais clairement voilà, il devra faire mieux sur du moyen long terme parce qu'il est opposé à mine de rien un rookie et parce qu'après ce qu'il vient de vivre chez Red Bull, il a des choses à prouver. Mais bon, pour l'instant, tranquille.
Et puis ayant un mot de Tsunoda que je range dans les autres pilotes Red Bull, il y a Max et puis il y a les autres. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait très bien entamé son histoire avec Red Bull, notamment dans l'approche, dans la mentalité, une certaine agressivité. Il a pris le problème à bras-le-corps, quoi. Je trouvais vraiment que c'était bien et ça tranchait avec le Pérez de la fin qui ne savait plus où il en était et Lawson qui était trop jeune, trop inexpérimenté, trop sur le back foot comme on dit en anglais. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. Malheureusement, son deuxième run de Q2 est un petit peu raté, en tout cas est moins rapide que son tour de Q1, donc malheureusement ça ne passe pas, mais au moment où il est éliminé, il n'est qu'à une demi-seconde de Max, c'est moitié moins que ce que prenait Lawson, et c'est dans les eaux du Pérez des meilleurs jours de l'an dernier, donc je me dis que pour seulement 3 heures de roulage dans la voiture, c'est plutôt pas mal, et après son Grand Prix est coincé évidemment avec tout ce qu'on a dit déjà de base. Je pense que dans un Grand Prix plus classique, il aurait pu remonter dans les points, clairement. Et j'ai hâte de voir du coup Yuki à Bahreïn sur une piste où là, lors de l'arrivée, s'il n'y a pas de fait de course, sera le vrai ordre et on verra bien. Et puis bon, évidemment, sur Yuki, je dois rajouter un mot concernant Red Bull. C'est franchement pas normal de voir encore cette numéro 2 qui n'est pas dans les points. 3 courses et seulement Max capable de scorer des points. C'était particulièrement frappant en qualif. La voiture est devenue de plus en plus pointue et quand ça a été le cas, à la fois Max a pu être de plus en plus rapide et le numéro 2 de moins en moins rapide. Donc ok, mais on ne voit ça nulle part ailleurs. Regardez Mercedes avec Antonelli, ils arrivent à donner une voiture performante pour Russell et utilisable pour Antonelli. Là, ce n'est pas le cas, donc clairement le problème c'est la voiture. Peut-être qu'il faut en faire 2 très différentes, je ne sais pas. Mais quand je vois Tsunoda aujourd'hui qui ne marque pas de points et qui a son momentum qui descend un petit peu, je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'il avait conduit la Racing Bulls comme Isaac, il serait 8 ou 9 avec Isaac et le mood serait totalement différent. Donc le problème, c'est toujours Red Bull dans cette affaire. 2 catégories maintenant pour évoquer les autres pilotes et écuries qu'on n'a pas encore évoqués. D'abord, ceux qui confirment, et on a déjà Albon et Williams. Williams qui me semble être complètement, carrément la 6e force sur ce début de saison, ça me semble assez net. Et j'ai pas grand chose à dire en fait une nouvelle fois sur Alex et son équipe puisqu'ils ont été parfaits. Ils m'ont semblé avoir maximisé ce qu'ils avaient en main et prennent 2 points de plus au classement, ce qui va être important puisque leur championnat à eux, c'est celui de la 5e place face à Racing Bulls pour l'instant qui est très rapide. Donc c'était une superbe perf de ce point de vue-là. C'est évidemment pas le même son de cloche pour Carlos Sainz, mais c'est globalement assez normal puisqu'il débarque lui aussi. C'était un petit peu mieux, il était plus proche en tout cas en qualification, mais il y a la Q2 où c'était très serré, ça ne passe pas et malheureusement ça fait loin avec en plus l'histoire de la gêne sur Hamilton. 15e au départ, 16e après les premiers tours. Voilà, c'était cuit, il a tenté la stratégie décalée medium soft, mais c'était impossible de gagner plus de positions qu'il ne l'a fait. Donc voilà, Sainz a encore besoin de temps. Et puis l'autre qui confirme, c'est Oliver Biermann, et vraiment ça prouve que les rookies sont complètement incroyables dans cette saison, ils sont prêts, alors même si Biermann avait déjà 3 grands prix d'expérience, et finalement lui c'était son 6e aujourd'hui quand ce n'était que malheureusement le 2e de Isaac, donc mine de rien ça compte aussi un petit peu. En tout cas Biermann parfait, il a battu Ocon en qualification, il a fait un Grand Prix parfait, accroché à la 10e position en devançant Alonso et Gasly qui auraient adoré lui chipper le dernier point. Ça s'est joué principalement sur une question de réglages qui ont été excellents contrairement à Ocon, et en tout cas As est assez dur à lire pour l'instant. 2 premiers week-ends complètement opposés et là 2 voitures complètement opposées. On a compris qu'il y avait un petit temps de retard sur Racing Bulls et Williams, mais la vraie perf de la voiture, on a du mal à la situer, notamment parce que ce week-end, ils ont apporté un nouveau fond plat et on a du mal à en tirer les enseignements puisqu'ils n'avaient pas été testés en amont en soufflerie, puisqu'ils étaient vraiment dans l'urgence. En FP1, ça semblait dur, ensuite c'était mieux et à l'arrivée, ça n'a peut-être marché que sur une seule des 2 voitures. Bon, compliqué, mais en attendant, il y a plein de tours couverts, il y a de l'apprentissage, il y a des données et il y a quand même un point. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est un week-end très très ok pour As qui finalement continue d'avancer dans sa compréhension de la voiture et dans la quête comptable. Et puis malheureusement, la dernière catégorie, ce sont les battus, avec d'abord Alonso et Aston que j'ai groupés. Aston, je le répète, mais pour moi, c'est l'écurie moyenne par excellence. Il n'y a qu'à voir, ils sont toujours en Q2, entre 13 et 11. Globalement, ils sont toujours par là. C'est en dessous de Racing Bulls, de Williams et même globalement de As. Alonso a fait un week-end top, difficile de lui en demander mieux. Il passe Gasly avec agressivité dans le premier tour. Il était 11e, mais ensuite, il n'a jamais pu avec la voiture et les conditions aujourd'hui, aller chercher le dernier point. Donc clairement, la balle est dans le camp d'Aston qui doit améliorer sa machine
pour éviter d'être à ça des points tous les week-ends. Et concernant Stroll, il nous a fait sa première petite catastrophe de la saison, qui rappelle aussi qu'il fallait peut-être pas voir trop beau ces 2 premiers week-ends, il y avait beaucoup de circonstances. Concrètement, il n'a jamais trouvé la confiance, il a fait une erreur dans son deuxième run de Q1, du coup il partait dernier, il n'a pas eu de rythme, donc voilà, c'est un premier week-end sans pour Lance. Battu également Alpine et Gasly, finalement c'est quasiment la même histoire que Alonso et Aston Martin, les 2 équipes sont très dures à départager, ça manque de performance par rapport aux équipes qui squattent les points depuis le début de saison. On a un pilote, Pierre, qui donne tout ce qu'il a, qui est franchement pas loin je pense de tirer le maximum, mais bon, ça part trop loin, la voiture manque trop de performance, on rajoute au passage en plus qu'il s'est fait undercutter par Tsunoda, donc encore une fois, au niveau de l'exécution, de l'arrêt et tout, Alpine pas parfait. Et puis il y a le deuxième pilote qui est plus loin. Et malheureusement sur Douane, j'ai envie de dire qu'il a tué son week-end tout seul dès le premier tour de la FP2 en tentant de prendre le premier virage volontairement avec le DRS ouvert. Et je trouve ça fou de tenter ça puisque personne dans l'histoire de Suzuka depuis qu'il y a le DRS n'a passé ce premier virage avec le DRS ouvert. Donc pourquoi un rookie dans une Alpine le tenterait? Je comprends pas la prise de risque de Douane dès le premier tour de FP2 alors qu'il n'a pas participé à la FP1 à cause du troisième pilote qu'il a remplacé. Je comprends pas. Pour moi, un rookie, tu dois faire des choses basiques, quoi. Ce qu'a fait Antonelli en qualif, prendre des réglages neutres, y aller, prendre confiance. Voilà, je ne comprends pas la tentative de Douane. Résultat, il n'a pas roulé du tout du vendredi. Il est arrivé en manque de confiance en qualif. Ça sort en Q1, 19e, c'est terminé, pas de point possible. Et malheureusement, dans sa situation qu'on sait déjà précaire, c'est dur. Et je pense que sur les 2 prochains Grands Prix, là, le triple header, Bahreïn et Jeddah, il va falloir qu'il sorte quelque chose d'inattendu s'il veut espérer se sauver. Et puis pour terminer, on a Sauber qui n'était pas du tout décroché. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de belles batailles en fin de Grand Prix avec des stratégies décalées tout au fond du peloton entre la P15 et la P20. Mais voilà, clairement aujourd'hui, Sauber, c'est la seule de toutes les équipes qui ne peut même pas espérer jouer les points. Aston et Alpine, en sont un peu loin, mais quand même, on se dit que c'est possible. Pour Sauber, ça paraît vraiment pas possible. Mine de rien, encore un week-end complet pour apprendre plus de choses sur la voiture, avec 2 pilotes en plus que j'ai trouvé très proches, ce qui est plutôt pas mal pour Bortoleto, même s'il a raté son départ et que le Grand Prix s'est peut-être un petit peu moins bien passé, même s'il a bien fini. Mais malheureusement pour les 2 pilotes Sauber, ils le savaient d'entrée de jeu en entrant dans la saison, ils seront très peu visibles, et l'important c'est d'apprendre pour Bortoleto, de progresser, et on verra avec Audi. Allez, un petit coup d'œil au classement avec donc un seul point d'écart entre Verstappen et Norris. Voilà, comme je l'ai dit, par rapport à la lutte au championnat, c'est magnifique. Piastri reprend la 3e place à Russell. Petit retard, mais bon, ce n'est qu'une 12aine de points, donc ça reste prenable. Antonelli a capitalisé dès qu'il a pu cette saison, donc il est là. Leclerc remonte enfin un petit peu grâce au premier bon résultat de Ferrari. Ensuite, on a Albon, Hamilton, Ocon, Stroll s'est encore un petit peu éparpillé grâce aux 2 premières courses folles. Et au niveau du constructeur, McLaren prend encore beaucoup plus de points que les autres ce week-end et donc commence déjà à s'envoler, même si Mercedes a été capable avec ses 2 pilotes de limiter la casse. Red Bull avec une seule voiture, ce sera très compliqué de lutter. Ferrari est trop loin et pour l'instant largement 4e, en tout cas à beaucoup de retard. Et du côté de Williams, on l'a dit, le championnat, il semble être non pas forcément face à Haas et Aston qui suivent derrière, mais plutôt face à Racing Bulls, qui est meilleur que ça, mais n'a pas concrétisé. Donc pour l'instant, voilà, il y a plus 12 pour Williams sur Racing Bulls. Je pense c'est comme ça qu'il faut lire cette 2e partie de classement. Et malheureusement, toujours pas de points pour Alpine, qui est meilleur que Sauber, mais pas forcément meilleur que beaucoup d'autres équipes. Donc attention pour Alpine, va falloir faire mieux que ça, parce qu'on en espérait beaucoup plus en tout cas, de ce début de saison. Et vous voyez qu'entre les équipes de la 2e partie de tableau, grâce aux 2 premiers week-ends fouillis, pour l'instant c'est encore dur à lire. Allez, on passe aux notes. Comme d'habitude, je vous demande de la bienveillance et de l'indulgence parce que ce n'est pas un exercice facile et surtout, je ne prétends pas que ce soit des notes parfaites. D'ailleurs, je compte sur vous pour me donner les vôtres afin d'ajuster les miennes, qu'on se rapproche un peu plus de la vérité. J'ai peut-être sur- ou sous-évalué des choses en tout cas. Voici ce que j'ai trouvé pour vous au niveau des notes. Verstappen, exceptionnel. J'ai même hésité avec le 10 que je ne mets quasiment jamais. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je le mette, je ne sais plus parler français, peut-être qu'il faut que je le mette, vous allez me convaincre. J'ai mis la même note finalement à Isaac qui a
été parfait, rien à laisser sur la table, et en plus c'est un rookie, ce qui donne un coefficient supplémentaire à sa note. Derrière, Albon, excellent sur sa lancée, parfait, aucune erreur, rien de plus à prendre. Bierman, fantastique aussi, et également un rookie. Pareil pour Antonelli, choquant, magnifique Grand Prix, qualif excellente. Peut-être même que je me dis qu'Antonelli devrait aller dans la catégorie au-dessus du 9,5. Peut-être que je dois faire 10 Verstappen, 9,5 à Jar Antonelli, vous me direz. Derrière, j'ai Leclerc qui a fait sa meilleure perf de l'année, décisif en Q3, serein, il a pris le maximum pour Ferrari. Norris, 8, c'est bien, hein. Pour 12 millièmes, tout aurait peut-être changé, mais voilà, ce sont des détails qui font qu'il est derrière Verstappen, il ne gagne pas cette course, et donc il a 2 points en moins. Alonso, très bien, c'est dur d'en demander plus avec cet Aston Martin. Piastri, c'est bien aussi, hein, mais un poil derrière Norris, c'est pour ça qu'il a un demi-point de moins. Et Russell, c'était bien, mais voilà, il y a ce choix en Q3 qui lui empêche de faire mieux. Derrière, j'ai mis Hülkenberg. Avec la Sauber, c'est dur de noter, mais j'ai quand même trouvé qu'il était solide dans l'ensemble, en tout cas devant son coéquipier. Pareil finalement pour Gasly dans l'Alpine. Hamilton, c'était ok, disons. Il y a un retard qui est logique, le Grand Prix a quand même été un petit peu dur, voilà, dur de mettre beaucoup plus que 6, mais en comptant tout de même des circonstances atténuantes. Bortoletto, proche d'Hülkenberg, dommage le départ, dommage la Sauber qui empêche de se mettre vraiment en valeur. Tsunoda, c'était pas mal, hein, c'est toujours dur à noter la Red Bull numéro 2, il y a malheureusement une Q2 un petit peu ratée et un Grand Prix coincé, mais quand même, ça donne de l'espoir, et 5,5 pour cette Red Bull numéro 2, croyez-moi, c'est une bonne note sur les dernières saisons. Derrière, j'ai Sainz qui est encore en galère, j'ai Lawson qui a fait une première pas terrible, mais ce n'était qu'une première. J'ai Ocon un petit peu derrière qui a été devancé par Bierman, ça se joue sur les réglages certes, mais voilà, son coéquipier a pris le meilleur. J'ai Douane, le Grand Prix était pas si mal, mais malheureusement, sa FP2 et sa qualif ont tué son week-end. Et puis j'ai Stroll qui a été clairement le moins bon ce week-end. Du côté des équipes, Red Bull était moins forte que McLaren, mais aurait su être devant grâce à leur mental de champion, à leur résilience. McLaren, la perf était là, mais l'exécution coûte des points. Racing Bulls, 5e force et exécution parfaite. Ferrari, c'était ok, mais un petit peu loin. Et finalement, pareil pour Mercedes qui a la même note. Williams, c'était bien. As, il y a encore du boulot, mais ça va. Aston Martin, c'est un peu rude. Alpine, pareil, en un petit peu moins bien. Et puis Sauber. Et la dernière force. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos notes en commentaire. Et sur ce, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like si ce débrief vous a plu, à vous abonner si vous voulez me soutenir. Je vous attends en commentaire pour vous lire et discuter de tout ce qu'il s'est passé dans ce week-end de japonais. Le rythme est effréné puisque dès le week-end prochain, c'est Bahreïn et le suivant, c'est Jeddah. D'ailleurs, on a Enzo Ferrari qui est là pour terminer cette vidéo comme d'habitude et qui nous dit qu'il a hâte de Bahreïn pour enfin le premier Grand Prix de la saison, voir un petit peu où en est Ferrari. Ouais, je crois que du côté d'Enzo, on est dans le déni. La saison elle a commencé en Australie et non pas à Bahreïn pour la première fois depuis 6 ans. Mais je pense que du côté des fans de Ferrari, on préfère se dire que le week-end prochain, c'est le vrai début de la saison. Allez, à bientôt.